On va, juste avant de dire bonsoir et ou rebonsoir, juste se dire que ce soir, nous allons parler de développement durable dans La Réunion, comment il est. Yvette Duchemin, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Conseillère municipale de la majorité à Saint-Denis, déléguée au développement durable. L'apprentissage de la langue aujourd'hui, ça fait partie du développement durable? Bien sûr, cela touche à l'épanouissement des gens, de nos élèves. Donc, comme d'autres scientifiques, j'ai nommé ça de l'écologie linguistique. Il s'agit ici, pour nous, bien entendu, on le répète depuis longtemps, mais ce n'est pas encore entendu, de reconnaître à La Réunion toutes les langues de l'enfant, de l'élève, afin qu'il ne souffre pas à l'école, et notamment la langue créole réunionnaise. Et voilà. Et comment, quel est ce projet justement porté par l'Office Office de la langue réunionnaise, représenté par M. Axel Gauvin. Le projet, c'est de, pendant 2 jours, jeudi et vendredi, de parler du plurilinguisme, c'est-à-dire comment enseigner, comment apprendre plusieurs langues. Et donc, cela se passe à la fac. Et donc, sur ces 2 jours, tout le monde est invité. Quelles sont les langues qu'il faut souhaiter apprendre? Est-ce que c'est les langues des pays de la zone océan Indien, de l'environnement indiano-océanique, ou bien c'est les langues internationales comme l'anglais qui revient souvent, où aujourd'hui il y a le chinois, il y a l'hindi, il y a le mandarin? D'abord, je dirais, Gismi, je t'arrête, parce que tu vas me sortir le concept de langue prestigieuse et de celles qui ne le sont pas. Non, pas qui sont précieuses ou pas. Je dirais celles qui ont l'habitude d'être enseignées. Toutes les langues se doivent d'être enseignées parce que toutes les langues ont un rapport avec l'humain. Ensuite, c'est vrai, et notamment nos langues qui sont ici à La Réunion, hein, le français et la langue créole réunionnaise, et nous devons travailler à l'école sur le contact des langues, c'est-à-dire les enfants mélangent, comment leur apprendre à distinguer les codes. Je reviens sur cette question-là parce que Madagascar, c'est 23 millions d'habitants. Plus ou moins, parce que c'est entre 23 et 27 en fonction des chiffres. C'est un paradoxe, La Réunion c'est 850 000 habitants, mais c'est le malgache qui apprend à parler le français, qui apprend donc à se comprendre par le réunionnais, mais on n'a pas vu souvent de réunionnais apprendre à parler malgache pour aller se faire comprendre à Madagascar. Ça existe. Ça existe, effectivement, nous avons des origines, je dirais, communes. Il me semble que, je ne suis pas sûre que ça se perpétue, hein, mais il existait cette section avant à Lila de la fac. C'était dirigé, d'ailleurs, ce département était dirigé par Christian Barra. Donc on a appris, maintenant je ne sais pas si ça a percé cet enseignement, mais quoi qu'il en soit, il est intéressant pour nous à La Réunion d'apprendre toutes les langues, puisque nous sommes sur une île, nous sommes déjà, je dirais, dans une région, entouré d'eau, donc coupé, et donc des autres. Et donc, il est intéressant pour nous d'apprendre toutes les langues. Bon, bien sûr, nos langues qui sont ici, et notamment d'autres langues, les langues qui sont à côté de chez nous, parce que ce sont nos voisins et ce sont aussi nos frères, mais aussi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, et ça se pratique à La Réunion. Alors, je vais revenir à cette manifestation de jeudi et vendredi, c'est ça? Donc du plurilinguisme. Qu'est-ce qui va se passer à l'université pendant ces 2 jours? Alors, vous avez des chercheurs qui vont donc, il y a tout un programme, hein, des chercheurs de La Réunion, des chercheurs nationaux qui vont chacun argumenter, des chercheurs de la zone, Maurice, Seychelles, je ne sais pas si à Madagascar. En tout cas, le programme est très riche et donc ils vont argumenter en faveur du plurilinguisme, expliquer pourquoi cela est important et puis leurs difficultés ou les leviers qu'il faut mettre en place. Ici, notamment à La Réunion, personne ne veut l'assumer, mais il faut mettre une politique de politique linguistique en place. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, tout le monde sait bien qu'on utilise le créole parfois pour casser les cuits ou bien dans 2-3 réunions politiques pour amadouer, pour nous amadouer. Mais cependant, le créole est une langue comme les autres qui se doit d'être enseignée puisqu'elle est parlée par l'enfant. On a vu quand même qu'avec la LCR, les langues régionales n'ont pas vraiment
perduré, je veux dire, l'enseignement n'a pas perduré. LCR, langue et culture régionale, on voit, même à l'époque de Paul Vergès, à la région, on a formé des enseignants pour enseigner justement le créole à l'école. Ça n'a pas tenu. Si, et vous avez des enseignants qui sont bilingues. On a donc, au rectorat, a mis en place des dispositifs. Vous avez la classe bilingue, la classe maternelle bilingue. Vous avez la sensibilisation à la langue et la culture créole. Vous avez aussi l'enseignement de la langue et culture régionale par des enseignants qui ont eu une formation. Cependant, cela n'est pas suffisant puisque nous avons notre preuve terrible, c'est le taux d'illettrisme. Il faut donc chercher des causes à ce taux d'illettrisme. Et une des pierres d'achoppement peut être que l'enfant n'est pas pris en compte parfois avec son déjà là quand il arrive à l'école. Là, c'est un paradoxe. Parce qu'on dit illettrisme, ce sont des gens qui s'expriment en créole, qui n'écrivent pas, mais qui s'expriment. Et puis, illettrisme, c'est pas seulement ne pas savoir lire et écrire, c'est être aussi limité. Ce qui veut dire qu'à La Réunion, il y a 850 000 illettrés, parce que tout le monde ne sait pas tout. Chacun sait quelque chose. Donc, l'illettrisme, par défaut, je dirais par définition, ça veut dire limité dans le savoir, limité dans la façon de montrer son savoir. Quand on sait parler créole, c'est déjà un savoir. Bien sûr, et c'est ce dont je te parle. Je te dis, quand l'élève réunionnais arrive à l'école, le créole ne doit pas être mis à la porte, puisque chaque enfant porte en lui son histoire, sa langue, l'histoire de ses parents. Donc il faut que les enseignants soient formés à enseigner à la Réunion. C'est une société, la Réunion est une société plurilingue, c'est-à-dire où on parle plusieurs langues, et une société qu'il faut, encore une fois, toucher par ce taux d'illettrisme. C'est dramatique. Il faut absolument qu'on s'en sorte et qu'on réfléchisse à des pistes. Mais les pistes doivent être portées aussi par des décisions politiques. À ce jour, seul le rectorat a aménagé, je dirais, un enseignement qui n'est pas encore plurilingue, loin de là, mais il a osé. Pendant ce temps-là, les autres institutions, ça peut être les autres institutions que nous connaissons, la région, les communes, les associations aussi peuvent en faire partie, proposer donc une politique linguistique qui serait donc portée sur tout le département. Alors, par exemple, on voit ce qui se passe, par exemple, sur le territoire de la ville de Saint-Denis. Il y a une politique en faveur des langues, l'apprentissage de l'anglais, du mandarin, de l'arabe également. Est-ce que cette démarche-là de la majorité municipale de Saint-Denis, est-ce que c'est une bonne démarche, ne serait-ce que dans le début de la stratégie? Oui, bien sûr, c'est une démarche d'ouverture. Encore une fois, nous sommes une île, mais vous savez bien, nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas de reniement, comme dirait Alain Lorraine. Donc, bien sûr, il faut nous proposer tout un panel de langues, des facilités pour les apprendre, mais encore une fois, on ne peut pas proposer un panel de langues à nous tous et ne pas aussi réfléchir sur sa propre langue. Je rappelle qu'à La Réunion, nous sommes le seul pays qui parle la langue créole réunionnaise. Donc, si nous ne la parlons plus, c'est un patrimoine mondial qui s'en va, qui devrait être reconnu par l'UNESCO d'ailleurs. La question, et je le répète, c'est que quand on dit qu'il faut parler les langues entre autres des pays environnants, comment choisir d'abord la langue qu'il faut parler, ensuite comment l'intégrer au cursus? Est-ce que d'abord il faut l'intégrer au cursus de l'éducation nationale ou pas, parce que apparemment ça pose parfois des contradictions, ou est-ce qu'aujourd'hui il faut totalement le détacher de ce que peut être le cursus de l'éducation nationale et essayer de créer son propre socle à La Réunion, quoi? Non, l'éducation nationale a le devoir d'apprendre les langues. C'est dans son programme, c'est dans ses programmes. Aujourd'hui, il y a aussi une autre façon. Le Conseil de l'Europe a préconisé, elle aussi, depuis 20 ans, le plurilinguisme. Et elle donne des pistes d'enseignement des langues aux enseignants, justement. Il faut que les enseignants, il faut que le rectorat se base vraiment sur le cadre commun
de référence des langues, cadre européen de commun de référence de langue, qui donc nous explique comment apprendre les langues aujourd'hui. Mais au-delà de ça, non. L'éducation nationale, son travail, c'est de nous éduquer, c'est de nous former, de nous instruire. Donc, dans l'éducation nationale, il y a un programme d'apprentissage des langues, on le fait. Alors, qu'est-ce qui va être dit jeudi, vendredi à l'Université d'Arion, ou qu'est-ce qu'il faudra venir dire pour justement porter le projet de l'apprentissage du créole depuis la maternelle dans le cursus même du Réunionnais? Tu disais depuis la maternelle, et on apprend la langue créole régionnaise jusqu'à la fac. Hein. C'est un corpus d'enseignement très excellemment fait. Et donc on y apprend comme dans toutes les autres langues, hein, la syntaxe, on apprend quoi, la phonologie, on apprend l'histoire, on apprend la géographie. C'est très très vaste comme enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Déjà, si on peut venir, c'est déjà bien pour s'éclairer soi-même sur la situation de l'île en matière linguistique. Donc, c'est riche. Les gens se sont déplacés, ont beaucoup travaillé parce que être chercheur, c'est compliqué, c'est des jours et des jours de travail, je le dis parce que je l'ai fait. C'est des casse-têtes, hein, on n'endort plus la nuit. Et donc, déjà, écouter la parole des gens qui ont vraiment énormément travaillé, à savoir que la Réunion est un laboratoire vraiment de langue, c'est un laboratoire, beaucoup de gens nous étudient, venir écouter et peut-être prendre la parole et porter sa participation. Je laisse le public découvrir. Comment lettrer le créole quand on parle d'oralité pour le créole réunionnais? Est-ce qu'il faut lettrer vraiment ou est-ce qu'il faut continuer, laisser évoluer le créole réunionnais dans son oralité? Toutes les langues ne sont pas immobiles. Donc, que ce soit le créole ou d'autres langues, les langues sont loin d'être des fleuves tranquilles. Les langues bougent, vous voyez bien, l'anglais se mélange au français, vice-versa, le créole prend du français, prend de l'anglais, prend toutes sortes de choses, et c'est tant mieux. Une langue, ça doit être dynamique. Mais en même temps, il faut connaître ses bases, d'accord? Si je vous dis une phrase en créole, je vous dis me la décortiquer, vous allez me dire le verbe, le sujet, tout ça, voilà. Bon, tout ça, il faut apprendre. Et donc, tu disais, est-ce qu'il faut le maintenir dans l'oralité? Je dirais que là aussi, c'est une fausse idée. Bien entendu, nous sommes de tradition orale et c'est tant mieux parce que l'oralité est une source jaillissante de savoir, je dirais. Et c'est une autre façon, voilà. Et nous sommes riches de cette oralité. Les gens qui aujourd'hui dénigrent l'oralité, ils ont tort parce que... je dirais que c'est un fleuve de connaissances. D'abord, l'oralité, c'est un fleuve. Mais, par contre, la langue créole, elle est écrite, elle est écrite dans les textes qui datent du 19e siècle, 1826, 1850. Bon, notamment, je me rappelle de Louis Herry. Et puis, dans des rapports de tribunal, on écrivait la langue. Donc, dire que la langue et puis, il faut l'écrire parce que nous avons une belle littérature. Aujourd'hui, on est dans l'oralité, mais aussi on peut écrire, on ne rejette pas l'écriture. Le monde créole ne rejette jamais rien. Cependant, il attend qu'il soit lui aussi compris et accepté et aimé surtout. Merci Yvette Duchemin. En tout cas, donc rendez-vous donc jeudi, vendredi donc pour cette manifestation plurilinguiste du linguisme. Donc en tout cas, on va débattre, on va parler du créole pendant ces 2 jours à l'université. Est-ce qu'il y a une salle en particulier? Non, on demande comment dire ça. On arrive et puis on demande. Ça sera fléché. Ce sera fléché. Par contre, on se gare à l'extérieur parce que vous savez maintenant que le plan Vigipirate, tout le monde est fouillé, tout le monde, voilà. Merci, restez avec nous. On va juste passer à un sujet qui va durer jusqu'à la fin de l'année. On va parler de la fin du mois, c'est la petite enfance. Aussi, on va parler de l'accueil, lieu d'accueil enfants-parents. Qu'est-ce qu'un lieu d'accueil enfants-parents et qu'est-ce que ça apporte aux intéressés? Pourquoi les parents trouvent un réel intérêt à cet espace pédagogique, ludique et de rencontre? Comment les professionnels et politiques de ces structures accompagnent les parents et les enfants? Des éléments de réponse à la structure Tissoma, Grand Sommin du Chaudron Saint-Denis. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.
sert aussi, quand on la débarrasse, à faire des ateliers avec les parents. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers sur l'alimentation, la prévention des risques, etc. avec maximum une dizaine de parents et puis des intervenants qui viennent, soit des puéricultrices, soit des intervenants d'autres d'associations qui viennent faire des réunions chez nous. Voilà. Donc on fait à peu près 3 ou 4 ateliers par an. Qu'est-ce qui explique que vous aimez venir ici? Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous trouvez finalement? En fait, ça change de la maison. Comme la maison c'est petit, ben ici elle a de l'espace pour jouer, elle s'amuse très bien et on peut échanger avec des mamans, ce qu'on ne peut pas avec les autres, à la maison. Elle lit ses livres là-bas tranquillement. Quand je suis venue ici, ben, ça m'a appris beaucoup de choses en fait, pour faire avec l'enfant. Alors donc tout d'abord moi je garde ma petite fille toute la semaine. Donc on vient à peu près 2 fois par semaine ici pour justement avoir un échange avec parents-enfants pour qu'elle puisse rencontrer d'autres enfants avant de partir à l'école. C'est quoi un lieu d'accueil enfants-parents? Alors un lieu d'accueil enfants-parents, c'est un lieu qui se base sur la maison verte, la maison ouverte de Dolto, Françoise Dolto. Dans les années 75, elle avait ouvert une maison, donc un lieu d'accueil pour les mamans et les enfants, les parents et les enfants. C'est un lieu de socialisation en fait. C'est un lieu où les enfants viennent avec les parents, le parent reste avec l'enfant. C'est pas du tout un lieu de garde. C'est un lieu où les parents rencontrent d'autres parents, les enfants rencontrent d'autres adultes et apprennent à se confronter donc à des interdits, à des relations avec d'autres adultes. Ici, il y a des madames Souki et Martine avec Selena, comment faire avec l'enfant. Les échanges, c'est assez spontané, on va dire. Ça dépend des situations. Chaque parent arrive avec des situations différentes par rapport à l'âge de l'enfant ou les petits problèmes qu'il rencontre. Donc spontané, par exemple, on a un parent qui arrive, nous dit qu'il n'a pas beaucoup dormi ou autre. Donc là, on analyse un petit peu avec lui pourquoi, qu'est-ce que vous pensez. Par exemple, ça peut être dû à une rage de dents. Donc voilà, ou des problèmes de sommeil, l'enfant ne dort pas tout seul, ou le parent, il faut qu'il se réveille 3 ou 4 fois par nuit. Donc on analyse avec lui comment mettre en place des petites choses pour aider à un endormissement plus facile. Voilà, mais c'est toujours avec le parent, et c'est le parent qui trouve la solution, parce qu'il a la solution, il sait comment faire. Nous, on n'est pas là pour donner la réponse, dire comment faire. Chaque parent sait faire avec son enfant, mais c'est l'accompagner, l'aider et le rassurer en fait dans son rôle de parent. La patience, déjà, il faut beaucoup de patience. Et puis, elles étaient en crèche, hein, les enfants. Donc, mes enfants, ils étaient en crèche. Donc, différentes de ma petite fille, que je garde régulièrement. Donc, C'est vraiment ce lien avec le parent. C'est pas uniquement le parent qui dépose son enfant au sein de la structure, mais le faire vraiment rentrer davantage dans le travail qui est réalisé par les équipes pédagogiques et l'accompagner aussi sur divers thèmes, soit à sa demande, soit au travers de besoins que l'équipe aurait pu détecter par rapport aux besoins du parent ou aux besoins de l'enfant. Nous travaillons vraiment sur un mode de garde très large, un panel très large pour que justement toutes les familles de Saint-Denis puissent être concernées en fonction de ce qu'ils ont besoin. Donc on travaille avec les crèches sur des modes de garde donc de la garderie, avec les structures associatives également. Ensuite on essaie d'aider au mieux d'autres systèmes également. Donc on a des porteurs de projets qui viennent nous voir et par rapport à ce qui peut être mis en place et par rapport à ce qui existe déjà, donc tout ce qui est existant et ce qui pourrait être mis en place, on essaie de les accompagner donc avec la direction petite enfance de la ville pour justement ne pas partir que sur de la garderie et ouvrir un peu ce qui pourrait toucher encore mieux les parents, en fait, les familles dionysiennes. Un axe fort, c'est un accent particulier sur les projets pédagogiques donc mis en place au sein des structures, les structures municipales déjà, avec un lien fort sur la parentalité. Donc comment associer au maximum le parent à la journée de l'enfant, au projet pédagogique et établir ce lien, tisser ce lien vraiment tout au long de l'année, je dirais. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.